Voici l'histoire de Adana, une orpheline de 18 ans maltraitée par son oncle depuis la mort de ses parents. C'était un jour comme les autres, mais pour une jeune fille du nom d'Adana, chaque jour était un combat. Adana, âgée d'à peine 18 ans, avait des yeux qui semblaient avoir vu 1000 vies, mais qui portaient la tristesse profonde de celle qui a tout perdu. Depuis la mort de ses parents, elle vivait avec son oncle, Monsieur Obi, un homme au visage dur et au cœur de pierre. Ce matin-là, Monsieur Obi entra dans la petite cour de leur maison. Il tenait à la main une longue liste de courses. Le voir approcher donnait à Adana une angoisse qui lui serrait la gorge. Elle baissa la tête, évitant son regard. « Adana !» tonna-t-il, sa voix résonnant dans le silence. « Tu n'as pas encore fini de nettoyer la vaisselle ? Je t'ai dit de le faire avant que la poussière ne s'installe. Es-tu sourde ?» Ses paroles étaient comme des coups de poignard. Adana ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête. « À quoi bon m'avoir une nièce si je dois tout faire moi-même ? Lève-toi, prends cet argent et va au marché. Ne t'avise pas de revenir sans tout ce qui est sur cette liste. Et je te préviens, pas de blague. Je ne veux pas de monnaie manquante. » Monsieur Obi lui jeta la liste et quelques billets de banque au visage avant de se retourner, son grand corps disparaissant dans l'ombre de la maison. Adana ramassa la liste et l'argent. Elle essuya une larme furtive qui coulait sur sa joue. Elle se leva, et tout en se dirigeant vers le portail, sa petite sœur, Chioma, courut vers elle, son visage enfantin plein d'inquiétude. « Grande sœur, tu vas bien ? Pourquoi tonton est-il si fâché ?» demanda Chioma, sa petite main serrant le tissu de la robe usée d'Adana. Adana se pencha et l'embrassa sur le front. « Je vais bien, ma chérie. Tonton est juste fatigué. Va jouer avec tes amis, je reviens vite. » Elle prit le chemin du marché, le cœur lourd. Chaque pas la menait plus loin de la maison qui n'était plus un foyer, mais une prison. Adana pensait à ses parents. La nuit de l'accident, une pluie torrentielle avait inondé la route et leur voiture avait dérapé. Elle se souvenait des sirènes, des cris et de la voix de son père, qui lui avait dit, quelques heures avant, « Adana, ma fille, n'oublie jamais que la bonté est la plus grande richesse. Même dans la misère, sois riche de cœur. » Ces mots lui donnèrent la force de continuer. En arrivant au marché, elle se mit à la recherche des meilleurs prix pour respecter le budget serré de Monsieur Obi. Un homme d'affaires, Monsieur Okoro, réputé pour sa richesse, son arrogance et surtout son cœur froid, passait en voiture. Sa luxueuse berline noire roulait lentement dans la foule. Il s'arrêta devant l'étalage où Adana négociait le prix du riz. Il était à la recherche d'une personne pour un travail. L'air de misère et d'honnêteté d'Adana lui inspira une idée. Il baissa sa vitre, ses yeux scrutant la jeune fille de la tête aux pieds. Adana, surprise, le regarda. « Jeune fille, tu es à la recherche d'un travail ?» lança-t-il d'une voix grave. Adana, déconcertée par la question soudaine, hésita. « Je n'ai pas le temps pour les bégaiements. Réponds-moi. »« Non, monsieur. Je suis juste venue faire des courses, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et si je te dis que tu pourrais gagner en un mois ce que tu gagnes en un an, et que le travail te permettrait de ne plus dépendre de l'homme qui t'a traité ainsi tout à l'heure » ajouta-t-il, faisant allusion à Monsieur Obi. Adana fut choquée qu'il ait été témoin de la scène. Comment savait-il qui elle était? Elle ne connaissait pas cet homme, et ses intentions étaient troubles. « De quel travail s'agit-il, monsieur ?» demanda-t-elle, prudente. « Tu travailleras pour moi. Je suis un homme d'affaires occupé. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma maison, de mes affaires personnelles, une sorte d'assistante et de femme de ménage. Tu auras une chambre, à manger et un salaire. » Adana réfléchit un instant. Ses conditions de vie chez Monsieur Obi étaient intolérables. Elle devait trouver un moyen de s'en sortir, pour elle et pour sa petite sœur Chioma. Cette proposition, aussi étrange soit-elle, semblait être une porte de sortie. « Je ne peux pas décider tout de suite, monsieur. J'ai une petite sœur, je dois en parler à mon oncle. » Monsieur Okoro éclata d'un rire froid. « Ton oncle? Penses-tu qu'il te laissera partir si facilement? Un homme qui a un esclave gratuit ne le lâche pas. Je te donne jusqu'à demain matin. Si tu ne te présentes pas à mon bureau, je trouverai quelqu'un d'autre. » Il lui tendit une carte de visite, puis il remonta sa vitre. La voiture s'éloigna aussi silencieusement qu'elle était arrivée, laissant Adana dans un état de confusion totale. Elle avait désormais une décision à prendre, une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. Mais une question la rongeait. L'offre de cet homme était-elle un cadeau de Dieu ou une étreinte du diable? Adana retourna chez elle, le cœur battant à tout rompre. Elle tenait les courses dans une main et la carte de visite de Monsieur Okoro dans l'autre, serrée au point que le carton s'était froissé. En entrant dans la cour, Monsieur Obi l'attendait, debout, les bras croisés. Son visage était une caricature de la colère. « Tu as mis tout ce temps? Tu penses que je n'ai rien à faire de mes journées qu'attendre que tu daignes revenir ?» rugit-il. Adana s'approche en baissant les yeux,
déposant les sacs de courses par terre. « Je suis désolé, oncle. Il y avait beaucoup de monde au marché. »« Ah bon? Et pourquoi manques-tu 200 Naira sur la monnaie? Tu penses que je ne compte pas ?» Il pointa un doigt accusateur vers sa tempe. « Dis-moi, où est passé l'argent? C'est pour t'acheter des bijoux inutiles ?» La voix d'Adana monta d'un ton, la colère et le désespoir se mélangeant dans sa gorge. « Je ne l'ai pas pris, oncle. J'ai négocié le prix du riz et... »« Assez !» coupa Monsieur Obi. « Ne me mens pas. Vaurienne, je te nourris et t'héberge et c'est comme ça que tu me remercies ?» À ce moment-là, Chioma sortit en courant de la maison. En voyant les larmes qui montaient aux yeux d'Adana, elle se jeta dans ses bras. « Non, oncle, ne crie pas sur grande sœur, elle est gentille. » Monsieur Obi regarda sa nièce avec dégoût. « Emmène-la de ma vue, où elle aussi sentira mon bâton. » Adana serra Chioma contre elle, ses larmes coulant sans retenue. Monsieur Obi les repoussa et rentra en trombe dans la maison. C'est à cet instant précis qu'Adana prit sa décision. La peur qu'elle avait de l'inconnu, Monsieur Okoro, était moins grande que la peur de voir sa petite sœur grandir dans cet enfer. Cette nuit-là, Adana ne dormit pas. Elle attendit que la maison soit plongée dans un silence lourd. Chioma dormait à poings fermés à ses côtés, sa petite main posée sur sa joue. Adana la regarda longuement, ses yeux traçant les contours de son visage endormi. Elle se leva, à la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre, et commença à faire un petit sac avec le strict minimum. Elle glissa son unique photo de famille, ses parents, elle-même et Chioma, dans sa poche. Puis, avec un stylo et un morceau de papier, elle écrivit une lettre. « Ma Chioma, ma chère sœur », écrivit-elle d'une écriture tremblante. « Si tu lis ces mots, sache que je ne suis pas loin. J'ai trouvé un chemin pour nous. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui nous mènera à la liberté. Sois courageuse, ma petite. Je reviendrai te chercher, je te le jure. Ta sœur qui t'aime plus que tout, Adana. » Elle posa la lettre à côté de Chioma, près de sa petite poupée en tissu qu'elle avait fabriquée pour elle. Puis, elle se redressa, regarda une dernière fois le visage de sa sœur et sortit. Elle ne se retourna pas. Très tôt, le lendemain, avant même que le soleil n'ait percé l'horizon, Adana était déjà en route. Elle avait marché toute la nuit, son sac pesant sur son épaule, mais la détermination dans son cœur était un fardeau bien plus lourd. Elle finit par arriver devant l'adresse inscrite sur la carte de visite. C'était un gratte-ciel de verre et d'acier qui semblait toucher le ciel. Le contraste avec la misère qu'elle venait de quitter était saisissant. Elle entra, intimidée par le luxe froid et le silence des lieux. L'hôtesse d'accueil lui indiqua le bureau de Monsieur Okoro. Elle frappa timidement à la porte. Une voix froide et profonde lui répondit. « Entrez ». Elle entra dans un bureau immense. Monsieur Okoro était assis derrière un bureau en bois d'acajou, un ordinateur portable ouvert devant lui. Il ne leva même pas les yeux. L'air était glacé, le silence pesant. « Je suis là, monsieur », dit Adana, sa voix à peine audible. Monsieur Okoro releva la tête. Ses yeux perçants la scannèrent de nouveau. Il ferma son ordinateur. « Je vois. Tu as donc décidé que l'esclavage déguisé en abri valait moins qu'un salaire décent. » Il ne souriait pas, ne montrait aucune chaleur. C'est un bon signe. Mais ne te méprends pas. Ma maison n'est pas un orphelinat. Il y a des règles et tu les respecteras. Tu ne parles que quand on t'y autorise. Tu ne poses pas de questions. Tu ne voles pas. Tu ne manques pas de respect. En retour, je te donnerai un toit, de la nourriture et un salaire. Mais si tu enfreins l'une de ces règles, même une seule fois, tu retourneras d'où tu viens. Est-ce que c'est clair ? Adana le regarda droit dans les yeux. La peur avait cédé la place à une force nouvelle. La force que lui donnait l'espoir de revoir Chioma. « C'est parfaitement clair, monsieur », répondit-elle, sa voix ferme pour la première fois. Monsieur Okoro se leva et fit le tour de son bureau. « Bien, suis-moi !» Il ne lui donna pas la main, ne lui offrit pas d'encouragement. Juste une indication, sèche et sans appel. Adana le suivit, s'enfonçant dans un monde dont elle ne savait encore rien, mais qu'elle était prête à affronter pour son avenir et celui de sa sœur. Le soir même, Adana se retrouva dans une maison qui ressemblait plus à un palais. Marbre, meubles en bois précieux, lustres en cristal, le luxe était étouffant. Elle fut présentée à la chef du personnel, une femme au visage sévère du nom de Madame Kemi. « Tu es l'orpheline que Monsieur Okoro a trouvée ?» lança Madame Kemi, son ton plein de mépris. « Je m'appelle Madame Kemi, et je dirige cette maison d'une main de fer. Je n'ai pas de temps pour les faiblesses. Tu es ici pour travailler. Le travail commence dès maintenant. La cuisine est en désordre. Je veux que tu la nettoies de fond en comble. Ensuite, tu devras préparer le dîner de Monsieur Okoro.
Ses plats préférés sont le poulet yassa et le jollof rice. Adana sentit une vague de panique monter. Elle n'avait jamais cuisiné pour une seule personne, encore moins pour un homme aussi exigeant que M. Okoro. Le jollof rice était une chose, mais le poulet yassa, c'était un plat qui demandait du temps et de la patience. Deux choses qu'elle n'avait pas. Je ne suis pas sûre de savoir comment faire le poulet yassa, Madame Kemi, avoua Adana, ses mains se tordant d'anxiété. Madame Kemi la regarda avec dédain. Ce n'est pas un hôtel ici. Soit tu apprends, soit tu déguerpis. Je ne répéterai pas. Adana se retrouva seule dans l'immense cuisine, entourée d'ustensiles de cuisine qu'elle n'avait jamais vus de sa vie. Elle se sentit submergée. Elle repensa à Chioma, à la promesse qu'elle lui avait faite, et se mit à la tâche. Elle passa le reste de la journée à nettoyer la cuisine, puis à chercher sur son vieux téléphone un tutoriel pour le poulet yassa. Elle passa des heures à éplucher les oignons, à mariner le poulet, à couper les légumes. C'était un défi de taille, mais elle était déterminée. Lorsque M. Okoro rentra le soir, il trouva la cuisine impeccable et un repas qui sentait divinement bon. Il s'assit à table, le visage neutre, et se mit à manger. Adana, qui était restée dans un coin de la pièce, le regardait, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais vu quelqu'un manger avec autant de silence. Il termina son repas, posa sa fourchette et se tourna vers elle. Le silence était insupportable. « Le poulet était trop cuit, dit-il, sa voix froide comme la pierre. La prochaine fois, fais plus attention. » Il se leva et partit sans un mot de plus. Adana resta figée. Le poulet était trop cuit. Elle avait passé des heures à le préparer, et il n'avait pas un seul mot d'encouragement. Elle sentit ses larmes couler, une à une, sur ses joues. La vie dans la maison de M. Okoro serait un enfer, mais elle savait aussi qu'elle avait franchi le premier pas vers la liberté. Elle s'était fait un devoir de ne pas faiblir. Elle n'avait pas d'autre choix. Adana se réveilla le lendemain matin, avant le lever du soleil. Ses muscles étaient douloureux, ses yeux encore cernés de fatigue, mais une détermination glaciale s'était installée en elle. Elle se leva, se prépara en silence et descendit à la cuisine, encore plongée dans l'obscurité. Elle commença à récurer le sol, à frotter les comptoirs de marbre, à faire briller chaque ustensile, comme si chaque mouvement la rapprochait de Chioma. Madame Kemi entra dans la cuisine 1 heure plus tard, son regard acéré balayant la pièce. « Tu as bien fait de commencer tôt, » dit-elle d'un ton sec. « Dans cette maison, on ne dort pas, on travaille. » Les jours suivants se transformèrent en un cycle exténuant. Adana se levait avant l'aube, nettoyait une maison qui était déjà impeccable, puis préparait le petit déjeuner pour M. Okoro. Il mangeait en silence, lisant son journal, sans jamais un regard, sans un mot d'appréciation. Il était comme une statue, impassible, son visage taillé dans la pierre. Le déjeuner et le dîner étaient des rituels identiques. Puis il partait sans une once de gratitude, ne laissant derrière lui que le silence assourdissant de la pièce. Adana n'osait pas lui adresser la parole, se contentant d'exécuter ses tâches avec une précision de plus en plus remarquable. Elle pensait à son père et aux mots qu'il lui avait dit. « Sois riche de cœur ». Elle s'accrochait à cette pensée comme à une bouée de sauvetage dans un océan de solitude. Une semaine plus tard, M. Okoro entra dans la cuisine alors qu'Adana était en train de préparer un repas. Il appelait au téléphone. « Oui, le dîner est pour ce soir. Tous les investisseurs seront là. Le meilleur de ce que mon chef peut offrir. » Il marqua une pause, posant son regard sur Adana. « Sera sur la table. » Il raccrocha et se tourna vers elle, son visage grave. « Ce soir, j'ai des invités très importants, » dit-il, sa voix grave. « Des hommes qui tiennent entre leurs mains le sort de mon entreprise. Je veux le meilleur repas que tu aies jamais préparé. Si tu échoues, tu me fais échouer. Le plat principal sera du riz jollof, et le dessert sera de la glace maison au chocolat. Si une seule chose est ratée, tu peux te considérer renvoyé. » La pression était énorme. Un dîner d'affaires n'était pas un simple repas pour lui. C'était une démonstration de puissance et de perfection. Adana sentit une vague de panique l'envahir. Madame Kemi entra et lui dit, le sourire aux lèvres, « Bon courage, petite. Si Monsieur Okoro te donne une chance, ne la gâche pas. » Mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Adana se mit à la tâche. Elle passa des heures à choisir les ingrédients les plus frais, à les laver avec soin, à les couper avec une précision chirurgicale. Elle voulait que le riz soit parfait, chaque grain assaisonné à la perfection. Elle s'imaginait dans sa propre cuisine, avec Chioma à ses côtés, et cette image lui donnait la force de continuer. Elle se rappela les mots de son père, et se mit à cuisiner non pas avec peur, mais avec amour. Ce soir-là, Adana sentit une angoisse qui lui serrait la poitrine,
en voyant les luxueuses voitures s'arrêter devant la maison de Monsieur Okoro. Des hommes d'affaires puissants et froids sortaient de leurs véhicules, vêtus de costumes sombres. Elle servit le jollof rice avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Chaque bol posé sur la table était une œuvre d'art, chaque grain de riz une petite pépite d'or. Elle servit les assiettes, ses mains tremblant légèrement. Les invités commencèrent à manger, et Adana les observa. Le silence n'était plus un signe de désintérêt, mais de délectation. Un homme en costume se tourna vers Monsieur Okoro. « Okoro, dit-il, ce plat est délicieux, d'une délicatesse que je n'ai pas goûtée depuis des années. C'est l'un de vos chefs ?» Monsieur Okoro regarda Adana qui était debout, immobile, dans un coin de la salle à manger. Elle regardait aussi ailleurs. Il ne répondit pas. « C'est une perle, mon ami », ajouta un autre invité. « D'habitude, votre cuisine est fonctionnelle, mais celle-ci a de l'âme. » La mention de « l'âme » toucha Adana droit au cœur. Elle se cacha dans l'embrasure de la porte, laissant couler une larme de joie. Elle avait réussi. Après le dessert, elle entendit les invités complimenter une dernière fois le repas avant de partir. Lorsque la dernière voiture se fut éloignée, Monsieur Okoro entra dans la cuisine. Adana s'était préparé mentalement à une critique, à un mot de dédain malgré tout. Il la regarda, ses yeux sombres, impénétrables. « Adana !» dit-il simplement. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Les invités ont aimé le dîner. Il marqua une pause, le silence s'étira, puis il ajouta, d'une voix presque inaudible. Le riz, il était parfait. Et puis il s'en alla. Un simple murmure, un mot à peine perceptible, mais pour Adana c'était comme une goutte d'eau tombant sur une pierre sèche, la promesse d'une fente, d'une fissure. Ce n'était pas de la gentillesse, mais une reconnaissance. C'était le premier pas, la première brèche dans le cœur de pierre de Monsieur Okoro. Adana sourit pour la première fois en une semaine. Elle avait gagné une petite bataille, non pas pour elle-même, mais pour Chioma. Le lendemain matin, elle s'était levée avec une nouvelle énergie, prête à se battre, à continuer le combat. Elle savait que le chemin serait long, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Elle avait sa promesse à Chioma et la mémoire de ses parents. Et, même si elle ne l'aurait jamais cru possible, elle avait peut-être aussi une lueur d'espoir pour l'avenir. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La maison de Monsieur Okoro, autrefois glaciale et silencieuse, commença à s'emplir d'une chaleur subtile. Adana avait appris à lire les humeurs de Monsieur Okoro. Un plat qu'il mangeait sans le moindre reproche était une victoire. Un léger hochement de tête, une reconnaissance tacite. Il ne souriait toujours pas, ne se confiait pas, mais il avait cessé de la traiter comme un fantôme. Il posait parfois des questions simples, sans détour. « Pourquoi as-tu choisi de venir ici, Adana ?» lui demanda-t-il une nuit, alors qu'elle nettoyait la table de son bureau. Adana, surprise par la question, hésita. Elle avait toujours été sur ses gardes, ne se permettant jamais de s'ouvrir. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une légère fissure dans sa carapace de pierre. « Je n'avais pas le choix, monsieur. Mon oncle, Monsieur Obi, il ne me traitait pas bien, répondit-elle, en choisissant ses mots avec précaution. « Et maintenant, es-tu libre ?» demandait Monsieur Okoro. « Non, pas encore, » dit-elle avec une voix cassée. « J'ai une petite sœur, Chioma. Elle est encore chez mon oncle. Je travaille et j'économise pour la ramener avec moi. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Pour elle. » Il y eut un long silence. Adana sentit l'angoisse monter, pensant qu'elle avait peut-être trop parlé, qu'elle avait franchi une ligne invisible. Mais Monsieur Okoro ne se mit pas en colère. Il hocha lentement la tête, ses yeux sombres fixés sur un point lointain, comme s'il revoyait un film de sa propre vie. « Le cœur est un endroit dangereux », murmura-t-il, une phrase si chargée de tristesse qu'elle transperça le silence. « Si tu le donnes à quelqu'un, il peut te trahir. Il peut te briser, je l'ai appris à mes dépens. » Il ne dit rien de plus, mais Adana sentit qu'il venait de lui donner une part de lui-même, un morceau de son histoire. Les semaines suivantes, Adana redoubla d'efforts. Elle travaillait du matin jusqu'au soir, s'occupant de la maison, des affaires de Monsieur Okoro, et économisant chaque sou de son salaire. Elle mettait l'argent de côté, le comptant chaque nuit, visualisant le jour où elle pourrait enfin aller chercher Chioma. Elle imaginait leur retrouvailles, la joie sur le visage de sa sœur. Un après-midi, elle se présenta devant Monsieur Okoro, son cœur battant la chamade. Elle tenait un petit sac en toile. « Monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, « je crois que j'ai assez d'argent. Je vais retourner chez Monsieur Obi pour récupérer Chioma. Je vais lui acheter sa liberté. » Monsieur Okoro la regarda fixement. Un mélange d'émotions passa dans ses yeux, si rapidement qu'Adana n'eut pas le temps de les identifier.
Tu penses qu'il va la laisser partir si facilement ?» demanda-t-il, d'une voix qui n'était ni froide ni chaude, mais simplement réaliste. Les gens comme lui ne lâchent jamais une poule aux œufs d'or. « Je vais essayer, monsieur, » répondit Adana, la tête haute. Elle avait la foi en sa mission. Le lendemain, Adana se rendit chez monsieur Obi, le sac d'argent serré contre elle. Elle le trouva assis dans le salon, en train de fumer et de regarder la télévision. La maison était plus délabrée qu'avant, et la tristesse de la voir dans cet état la saisit au cœur. Chioma était assise sur le sol, son visage empreint de tristesse. Quand elle aperçut Adana, elle se leva et courut vers elle, la serrant dans ses bras. « Grande sœur, tu es revenue. Je savais que tu ne m'avais pas oublié. » Les larmes d'Adana coulèrent. Elle tenait sa sœur dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. Elle se tourna vers monsieur Obi. « Oncle, » dit-elle, sa voix ferme. « Je suis venue chercher Chioma. J'ai de l'argent. Je vous le donne pour sa liberté. » Monsieur Obi se leva, éteignit la télévision et se tourna vers elle, son visage marqué d'un rictus moqueur. « De l'argent ? La petite employée de maison a un salaire, à présent ? Laisse-moi voir ça. » Adana posa le sac sur la table. Monsieur Obi le vida et compta l'argent, un sourire de plus en plus cruel se dessinant sur son visage. « Ce n'est pas assez, » dit-il en poussant l'argent du bout du doigt. « Tes parents m'ont laissé une dette qui n'est pas encore remboursée. Et c'est cette petite qui doit la payer. » Adana sentit le monde s'écrouler autour d'elle. « Une dette ? De quoi parlez-vous ? Mes parents n'avaient pas de dette. Tu penses qu'ils ont payé pour la maison dans laquelle ils vivaient, la voiture qu'ils conduisaient ? Tout ce que j'ai dû dépenser pour leur enterrement ? C'est de l'argent que tu me dois, Adana, et que tu me rendras. » Il mentait, et Adana le savait. C'était un mensonge éhonté, un piège pour la garder, elle et sa sœur, sous sa coupe. « Combien ? » murmura Adana, la voix tremblante, sa rage montant. « 10 fois ce que tu as ici, » répondit monsieur Obi, son sourire s'élargissant. « Et j'en veux plus. Tu as de la valeur pour moi, Adana. Tu as trouvé un moyen de faire de l'argent, et je veux ma part. Tant que tu n'auras pas remboursé la dette, Chioma restera ici. » Il se tourna vers Chioma, qui tremblait en silence, agrippée à la robe d'Adana. « J'espère que tu comprends. Tu es libre de partir, Adana. Mais ta sœur, elle restera ma garantie. » Adana sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle se tourna, son regard croisa celui de sa sœur. Leurs yeux se parlèrent. Chioma pleurait. « Ne t'inquiète pas, Chioma, » dit-elle d'une voix qui se voulait rassurante, mais qui était brisée. « Je reviendrai. Je vais trouver l'argent. »« Non !» cria Chioma en se jetant sur sa sœur. « Ne me laisse pas !» Monsieur Obi la repoussa. « Va-t'en !» dit-il. « Va gagner plus d'argent pour moi !» Adana fut obligée de laisser sa sœur derrière elle, son cœur saignant. Elle courut. Ses jambes la portaient loin de l'enfer qui était devenu sa maison, loin de sa sœur qui pleurait, loin de l'homme qui la gardait prisonnière. Elle arriva chez monsieur Okoro, ses vêtements sales, son visage couvert de larmes. Elle frappa à sa porte, le cœur rempli d'une seule et unique pensée. Elle devait le supplier, lui, le cœur de pierre. Elle devait lui demander de l'aider, un homme qui avait dit que le cœur était dangereux. Elle allait lui demander d'ouvrir le sien. Elle frappa à la porte d'une façon qui n'était pas celle d'une employée, mais d'une âme en détresse. La porte s'ouvrit et elle vit monsieur Okoro, la regardant d'un air d'étonnement. Il la laissa entrer sans un mot. Une fois à l'intérieur, Adana s'effondra. Les sanglots qui l'étouffaient depuis qu'elle avait quitté la maison de son oncle se libérèrent, déchirant le silence de la grande maison. « Adana, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda monsieur Okoro, sa voix trahissant une inquiétude qu'il ne pouvait plus cacher. Entre deux sanglots, Adana raconta tout en pleurant. Elle lui parla de monsieur Obi, du mensonge de la dette, de la façon dont son oncle avait gardé Chioma prisonnière. « Il a dit qu'il ne la laisserait jamais partir, monsieur, » murmura-t-elle, ses yeux noyés de larmes. « J'ai tout mon argent, tout ce que j'ai économisé, mais il en veut 10 fois plus. Il a dit que ma sœur était sa garantie. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai personne d'autre à qui demander de l'aide. Je vous en supplie, monsieur, aidez-moi. Aidez-moi à la sauver. » Monsieur Okoro se tut. Il se détourna d'elle et se rendit à la fenêtre, les mains dans le dos, son visage à nouveau une toile vierge d'émotion. Adana crut qu'il allait la renvoyer. Après tout, il avait dit que le cœur était un endroit dangereux. C'était sa chance de l'éviter. Mais le silence était différent cette fois. Il n'était pas de pierre, mais de réflexion profonde. Il revit la scène de sa propre vie. Un demi-frère qu'il avait trahi, lui prenant l'entreprise familiale et le laissant avec rien. Son cœur s'était refermé ce jour-là.
Mais en voyant le cœur d'Adana, pur et débordant d'amour pour sa sœur, il sentit la carapace se fissurer. Il se retourna. « Je vais t'aider », dit-il, d'une voix qui n'avait plus rien de la froideur habituelle. « Mais pas par charité, Adana. Je vais t'aider parce que je vois en toi la seule chose qui manque à mon propre cœur, une raison de se battre. » Il lui tendit sa main, un geste qu'il n'avait fait pour personne d'autre. « Repose-toi. Le lendemain matin, nous irons voir cet homme. » Le lendemain matin, M. Okoro et Adana se présentèrent devant la maison de M. Obi. M. Obi les accueillit avec un rictus de victoire. Il s'attendait à voir une Adana brisée, suppliante. Il ne s'attendait pas à voir M. Okoro dans son costume d'affaires, son visage dégageant une autorité silencieuse. « Monsieur Obi !» commença M. Okoro, sa voix profonde et implacable. « J'ai été informé de vos agissements envers ma... » Il hésita un instant. « Mon employé. J'ai aussi été informé de cette prétendue dette qui vous lie à elle. » M. Obi éclata de rire. « De quoi parlez-vous? C'est une affaire de famille, monsieur. Rien ne vous regarde. L'argent, c'est entre elle et moi. » Ils sont entrés à l'intérieur. « Ah, oui, l'argent. » M. Okoro sortit une mallette en cuir et la posa sur la table. Il l'ouvrit, révélant des liasses de billets impeccables. « C'est l'argent que vous réclamez, n'est-ce pas? 10 fois plus que ce qu'Adana a pu vous donner. » Les yeux de M. Obi s'écarquillèrent. Il ne pouvait pas croire sa chance. « Avant de prendre l'argent, continua M. Okoro, vous signerez ce document. » Il sortit des papiers de sa mallette. Ce sont des documents de transfert de tutelle. Adana devient la seule et unique gardienne légale de sa sœur. De plus, il y a une clause qui stipule que vous renoncez à toute créance ou demande d'argent envers Adana et Chioma. Si vous ne signez pas, je vous assure que cet argent n'est rien comparé à ce que vous perdrez. J'ai déjà préparé un dossier pour vous faire tomber pour fraude et abus de pouvoir. Monsieur Obi, pris au dépourvu, se retrouva piégé. Il regarda l'argent, puis le visage impassible de Monsieur Okoro. La cupidité l'emporta sur la raison. Il signa les papiers sans même les lire, un sourire victorieux aux lèvres. Il pensait avoir gagné. Monsieur Okoro lui tendit l'argent, puis il se tourna vers Adana et sa petite sœur, Chioma. « Chioma, dit-il d'une voix plus douce, tu es libre. Tu peux aller avec ta sœur. » Chioma, qui avait été une simple spectatrice, se jeta dans les bras d'Adana, ses larmes se mélangeant à celles de sa sœur. Elles étaient enfin réunies. Pour toujours. « L'argent vous est donné, monsieur Obi, » dit monsieur Okoro, sa voix reprenant un ton de glace. « Et avec lui, le document qui scelle votre sort. Chaque centime de cet argent est tracé. Chaque fraude que vous avez commise sera exposée. La seule chose que vous avez vraiment gagnée aujourd'hui, c'est votre perte. Profitez bien de vos derniers moments de liberté. » Monsieur Okoro se détourna, emmenant Adana et Chioma avec lui. Monsieur Obi resta seul dans sa maison vide, serrant les billets contre sa poitrine, son sourire disparaissant pour laisser place à une expression de terreur glaciale. Il avait cru avoir mis la main sur la richesse, mais il ne tenait que la clé de sa propre prison. Le soir même, Adana prépara le dîner avec Chioma à ses côtés, dans la cuisine de Monsieur Okoro, une cuisine immense qui était maintenant devenue leur foyer. Chioma riait, racontant à sa sœur toutes les choses qu'elle avait manquées. Monsieur Okoro entra dans la pièce. Chioma, au début, fut effrayée par sa présence imposante, mais Adana lui sourit. « Chioma, je te présente Monsieur Okoro, » dit-elle. « Il nous a aidés. Il est notre sauveur. » Chioma se tourna vers Monsieur Okoro et, pour la première fois, le regarda avec un air qui n'était pas de peur, mais de pure gratitude. « Merci, monsieur, » dit-elle, sa petite voix remplissant la pièce d'une mélodie douce. Monsieur Okoro ne répondit rien, mais un imperceptible sourire se dessina sur son visage. Le cœur de pierre avait finalement fondu, et dans ses décombres, une famille improbable était née. Adana, l'orpheline au grand cœur, avait trouvé un foyer. Et Monsieur Okoro, l'homme au cœur de pierre, avait finalement trouvé la seule chose qui pouvait le remplir. L'amour pur et désintéressé d'une sœur. Il n'était plus seul. Il n'était plus prisonnier du passé.